Bonjour à tous les amis, bienvenue pour ce nouvel épisode des interviews confinées. C'est déjà la 13e émission depuis le début de ce confinement. Je vais vous présenter dans quelques instants mes invités. Avant de commencer, vous le voyez en bas de votre écran, l'ensemble des interviews confinées sont à découvrir sur le groupe des mordus de la course de côte sur Facebook. Restez connectés bien évidemment parce qu'il va y avoir dans les prochains jours de nouvelles vidéos. Mes invités de ce soir, vous les découvrez à l'écran. On a fait un petit peu plus serré que d'habitude puisque j'ai 4 invités à mes côtés ce soir. Je vais commencer par deux frères qui roulent sur une F3 parce que c'est un plateau spécial F3 ce soir à nouveau. Vous l'avez remarqué, il s'agit de Rémi et de David Sudre. Salut les gars, comment ça va? Salut Pierre. Salut Pierre. Impeccable. Merci. Bon, super. Merci d'avoir accepté mon invitation. On va continuer avec un autre animateur de la Formule 3, justement. Il s'agit de Samy Gut. Salut Samy. Bonjour à tous, bonjour Pierre. Et puis enfin, un des pilotes les plus chevronnés, je dirais, en Formule 3, en course de côte. On le voit à l'œuvre depuis maintenant de très nombreuses années. Il s'agit de Reynald Thomas. Salut Reynald. Bonjour Pierre, bonjour tout le monde. Bon, merci d'avoir accepté mon invitation les gars. Je vous remercie pour ce nouveau plateau spécial F3, donc vous le savez. Ma première question, comment se passe votre confinement? Rémi, dis-nous tout, comment ça se passe pour toi? Et ben pour moi, le confinement, ça se passe pas trop mal. Ça n'a pas changé grand-chose, à part que bon, il y a madame qui est institutrice, donc qui est à la maison, plus mes 2 filles, qui sont aussi à la maison, qui ont 1 an et 4 ans. Donc c'est déjà un boulot à temps plein, hein. En parallèle de ça, j'étais en train de monter mon entreprise de freelance en mise au point, réglage pour tout ce qui est châssis en sport auto. Ça a mis un gros frein, forcément. Donc, je devais démarrer l'activité au 1er avril avec un déplacement à Barcelone pour l'ouverture de l'LMS. Tout ça a été reporté ou annulé. Donc, ce que je fais là, j'essaie de peaufiner mon projet au maximum pour pouvoir lancer tout ça officiellement dans les jours ou les semaines à venir. Donc, j'ai peu de temps du fait que les filles me prennent beaucoup de temps la journée. Mais bon, ça se présente pas trop mal, hormis du fait que pour l'instant, on est confiné. Donc, on ne peut pas bosser. Mais voilà. Bon, donc, instituteur, chef d'entreprise, c'est l'homme à tout faire, hein. Oui, en ce moment, je fais un peu tout. Bon, super Rémi, on reparlera justement de ton nouveau projet, on en discutera dans quelques minutes. David, comment ça se passe pour toi le confinement? Bon, écoute, ça se passe plutôt bien, je ne suis pas à plaindre. On a commencé, on avait encore un peu de travail, parce que du coup, je suis chez Michelin, je travaille chez Michelin, on avait encore un peu de boulot. Et aussi, ça nous a permis de faire des tâches qu'on n'avait pas forcément le temps de faire en temps normal. Ensuite, on est passé en congé. Et puis là, on nous a proposé, pour ceux qui étaient volontaires, de fabriquer des masques chirurgicaux, en fait. Donc, je suis venu faire des masques. Là, je finis ma 2e semaine. Et puis, du coup, j'ai pris un peu de temps pour venir avec vous. Donc, ça se passe bien. Bon, on te remercie d'avoir pris un peu de temps pour nous pendant que tu travailles à cette superbe initiative de la part de Michelin. Samy, le confinement, comment ça se passe pour toi? Toujours en activité, toi, hein, c'est ça? Ouais, moi je suis à 100% sur mon activité professionnelle. Donc c'est voilà, des journées bien remplies, mais c'est vrai que le confinement c'est un peu pesant quand même. Bon, c'est bientôt fini, je te rassure, hein, on a Ouais, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, enfin c'est ce que j'ai pu comprendre que dès lundi on pourra avoir un peu plus de liberté, c'est déjà pas mal. C'est déjà ça, ouais. Effectivement, on va pouvoir progressivement retrouver le chemin normal de nos vies, même si bien sûr, faut faire attention, hein. Déconfinement n'est pas synonyme de liberté à 100%. Faudra bien sûr y veiller. Reynald, le confinement, comment ça se passe pour toi? Ça se passe bien, tu vois, j'ai la chance d'être en maison, donc c'est beaucoup de travaux à la maison, toutes des choses qu'on reporte parce qu'on va en course, donc on s'y attelle. Et puis non, tout se passe bien, j'ai la chance d'être un peu à l'extérieur, donc ça se passe bien. Après, ce qui manque, c'est comme tout le monde, c'est le contact avec les copains, les amis, des choses comme ça, quoi. C'est sûr. Alors, d'aller au boulot, quoi. C'est sûr. Bon, ça, c'est pareil, c'est pour bientôt, on l'espère en tout cas, pour ce retour à la normale. On va commencer cette interview avec vous, David et Rémi, si vous le voulez bien. On va proposer un format particulier aux internautes parce que vous n'êtes pas ensemble au moment où on se parle. Donc, on va faire une interview tous les trois, hein, pour démarrer cette vidéo. Vous le savez, les amis, hein, le but du jeu, c'est les interviews confinées. C'est aussi de parler de votre parcours
de votre lien avec le sport automobile, de vos programmes des précédentes saisons pour eh bien, les fans de course de côte qui nous regardent. Alors Rémi, David, justement, je voulais donc commencer avec vous. Vous avez baigné dans le sport automobile, dans le sillage de votre papa. Comment c'était votre enfance sur les bords de route? Expliquez-nous un petit peu. Bah, c'était tous les week-ends, hein. Enfin, à l'époque, notre père, il a attaqué en 1980. David est né en 88. Moi, j'étais né en 85. David est né le jour de la course de Châtel, hein. Donc, le père, il faisait une montée, il allait à la maternité, il revenait. Et, avec l'auto de course ou non? On va éviter. bah, c'était pas bien loin, hein. Il y avait 10 km, 15. Ouais, bon. Et puis, bah, ouais, alors, c'était quoi? C'était 20, 22 courses par an. Donc, que du régional, avec un tout petit peu de championnat de France sur la temporade auvergnate. Châtel, Lurent, et Mondor, et puis le Cantal, ça dépendait. Après, ouais, c'était jusqu'au début des années 2000, on a traîné sur les courses, donc avec notre père qui a évolué avec on va dire le top de sa carrière dans le milieu des années 90 jusqu'à 2003. Et après, ben, il a décidé d'arrêter parce que, pour diverses raisons, que ce soit logistique, budgétaire, et puis il voulait aussi nous faire rouler. Donc je vais peut-être laisser David parler sur la partie karting. Ah si, je vais rajouter quand même quelque chose, c'est que bon, on allait sur les courses et quand on n'était pas aux courses, on faisait la course, quoi. On avait une Piwi dans le jardin, on se chronométrait. Je fabriquais des petites carrioles donc en bois ou à base déjà de petites voitures en plastique. Je le mettais dedans, je le lançais dans la descente du garage. Si ça marchait et qu'ils n'explosaient pas trop, je le tractais derrière la Piwi et puis c'était parti, quoi. On sent l'âme du gars qui travaille dans la préparation. On sent le concepteur d'auto de course quand même, hein. Déjà, voilà, dès le départ, il y avait un truc. Ouais. Comment c'est ton entreprise de bonheur alors? Ouais, c'est ça. Il n'y avait pas de barre anti-roulis et d'amorto réglable sur les autos, mais bon. Il y avait de l'idée, quoi. Il y avait de l'idée. Ça allait de la carriole jusqu'à la luge. Dès qu'on pouvait tirer un truc derrière la Piwi, on y allait, quoi. Bon, c'est pas étonnant, forcément, quand on est dans ce milieu-là. Alors, justement, Rémi, tu étais en train de parler du kart à David. David, c'était la question que je voulais te poser aussi. Toi, tu as démarré en karting, hein, c'est ça, David? Ouais, c'est ça. Déjà, on a eu la chance assez jeune, autour des 10 ans pour moi, peut-être un peu plus vieux pour Rémi. Quelqu'un nous a donné un karting et ça nous a permis déjà de goûter aux karts. Alors, c'était un Promo B, je crois, c'était un kart bien puissant. Et en fait, à prise directe, là, on essayait ça sur un parking. Et bon, voilà, on a forcément adoré et on a eu la chance de pouvoir faire quelques tours de parking. Alors, on l'a tous fait, hein, le kart sur le parking, on y a tous goûté. Et puis derrière, on a pu faire une petite école de karting à Lezou, à Bord-l'Étang, au circuit Kart-Escale. Et puis, ça nous a permis d'apprendre les bases du kart. Et derrière, on a eu, pareil, la chance d'avoir un karting que nos parents nous ont acheté. Et puis, on a commencé à rouler comme ça en circuit. On allait juste à côté de la maison, à Rion, au circuit Saron. Et puis, on allait aussi encore à Bord-l'Étang pour nous entraîner. Vous alterniez du coup? Vous aviez chacun votre carte ou comment ça se passait? Eh ben, on a eu chacun notre carte. J'avais un cadet et Rémi avait un Formule FFSA, donc à l'époque. Et arrivé Rémi autour des 18 ans, je crois. En fait, il est arrivé en prépa. Et à ce moment-là, en fait, notre père nous a proposé si on voulait faire des courses de karting. Donc Rémi, il a préféré rester dans les études et faire ses 2 ans de prépa sérieusement. Et moi, j'étais au lycée, donc j'avais largement plus de temps que lui. Et donc j'ai fait des courses. J'ai fait 2 ans de courses de karting. Ça s'est plutôt bien passé. Et puis, au bout des 2 ans, Rémi a demandé si finalement de mettre des roues un peu plus grosses sur le karting, peut-être une boîte de vitesse et peut-être un toit, si c'était possible. Et donc voilà, c'est là qu'on s'est lancé plus dans l'automobile. Ouais. Alors, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est en 2006, hein, Rémi, que tu as fait tes débuts avec le GEMA, du coup, hein, équipage, Ouais, c'est ça. page 100% Auvergne, là, pour le coup. Oui, en fait, on cherchait sur quoi on allait pouvoir démarrer. Le CM était à l'époque une catégorie pas chère, performante, une belle école du proto et pourquoi pas de la monoplace.
Donc, j'avais regardé un petit peu partout. J'avais contacté BRC en Espagne. J'avais contacté Silvercar, peut-être. Oui, c'est ça, BRC, Silvercar. Bon, aucune réponse. Ça nous aurait bien dit de lancer la marque en France. Bon, ça a été fait plus tard, tant mieux. Et finalement, on s'est rendu compte qu'à côté de chez nous, GEMA avait racheté GFA. Donc, on a racheté le dernier châssis GFA qui n'était pas tout à fait fini, qui est devenu le premier châssis GEMA, le 001, à M. Jackie Gilbeau, qui n'est plus là, et ce qui nous a permis, avec Jean-Marie Autuche, de développer cette voiture et de rouler. Donc, la première année en 2006, mon père et moi en double monte. Et la deuxième année, David ayant eu le permis, on a roulé tous les deux avec David en double monte. Donc, ça a été une période qui a été assez sympa. Donc, avec des résultats qui étaient plutôt pas mal. On arrivait milieu de première année, ça marchait déjà bien. On avait quasiment tous les records en Auvergne. Donc, c'était plutôt pas mal. Et après, petit à petit, le CM a pris de l'ampleur. Et on avait quand même une voiture qui était plutôt vieillissante, avec de la masse. Il aurait fallu gagner 40-50 kilos. Il aurait fallu mettre un moteur plus performant. On avait un moteur qui avait 150 chevaux, 155 chevaux, face au Cassis à l'époque, 180, 190 chevaux. Donc, on a décidé d'arrêter là début 2008. Donc, fin 2007, on a fini notre saison. Début 2008, on a décidé d'arrêter là. Moi, je partais à l'étranger pour 6 mois. David y rentrait, il était en études. Donc, on a vendu la voiture et on a fait une pause. Ouais, alors on en reparlera justement. On va pas tarder d'en parler parce que dans le fil de vos carrières, ça arrive très vite. David, donc justement, Rémi, tu étais en train de le dire. Vous avez commencé vos doubles montes à partir de 2007, du coup. Pourquoi, c'est toujours pareil, mais pourquoi ce choix en fait de pas essayer de trouver 2 autos et de rouler vraiment dans le partage sur la même auto, David? Alors, il y avait évidemment, en premier lieu, c'est la partie budget, où on ne pouvait pas se permettre d'avoir 2 voitures comme beaucoup. Et puis, en plus, on ne travaillait pas. À l'époque, c'était notre père à 100% qui a financé notre rêve. Donc, voilà, déjà, d'avoir une voiture, c'était super. Et après, le choix de faire les courses ensemble, je ne sais pas, c'est venu naturellement. C'était faire la course en famille. Et déjà, il n'y a jamais eu de compétition entre nous. Je pense que notre père l'a senti et le savait, que jamais on se tirerait la bourre et que l'objectif, c'est pas de se battre l'un ou l'autre, c'est un chrono. Et s'il y en a un qui fait un bon chrono, tant mieux pour lui et l'autre sera content. Donc voilà, c'est question de budget. Et puis, il y a de moins en moins de courses. Il y avait déjà de moins en moins de courses en Auvergne. On ne pouvait pas non plus se déplacer énormément. Donc, pour faire des courses, il fallait faire des doubles montes et voilà, essayer d'aller sur toutes les courses possibles en Auvergne. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, ça permettait peut-être de faciliter aussi les déplacements. Alors, Rémi, Ouais. tu le disais, vous avez arrêté pendant un bon moment la course parce qu'on ne vous a pas revu après pendant quelques années. Et donc, en fin 2013, début 2014, vous faites l'acquisition d'une Formule Renault, c'est ça, hein? Oui, alors, oui, c'est ça. En gros, de 2007 à 2013, on n'a pas roulé. Alors, David avait fait un peu d'essai pour Jackie Gilbeau à l'époque. Notre papa, il a roulé en 2010 en démo pour la finale des Côtes à Châtel. Pareil, avec une GFA GEMA, un peu proto. Voilà, on a toujours traîné, on allait tous les ans à Mont-d'Or, on allait à Issoire, on allait… Bon, Vous n'étiez plus derrière le volant, mais vous n'étiez voilà. pas loin, quoi. Ouais. Voilà, et puis à partir de mi-2009, moi j'ai repris, j'étais derrière le clavier pour le Forum Chevalier. On en parlera aussi tout à l'heure. Et donc après, nos études étant finies, le travail, la vie active étant démarrée, je laisse la parole à David. C'est lui, c'est lui. Un jour de course de Côte d'Issoire, je discutais avec Perrine, donc, qui est la compagne de Nicolas Schatz, qui est ma meilleure amie. Et voilà, on discutait. Elle savait très bien que j'avais envie de rouler, que ça me démangeait, que mon frère aussi. Et puis, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu attends, quoi? Parce que maintenant, tu as un boulot depuis quelques années. Si tu as les moyens de regarder
avec ton frère pour une Formule Renault, une Tatus. C'est vrai que c'est des voitures qui étaient performantes, qui étaient des super voitures école pour la monoplace, avec une boîte séquentielle, une voiture fiable, un moteur fiable, enfin voilà, tout ce qu'il faut pour commencer en monoplace en course de côte. Et voilà, et en fait, ça m'a donné un déclic. Et je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas. Voilà, j'avais mis un peu d'argent de côté pour cet objectif. Et puis, bah, j'en ai rapidement parlé à mon père un soir où on rentrait du circuit de Charade. Et voilà, je lui ai dit que plutôt que d'acheter, j'avais prévu d'acheter une Harley Davidson. Et ben, je lui ai dit plutôt que d'acheter une Harley, il y aura plutôt 4 roues. Mais par contre, il n'y aura pas de toit. Et c'est parti comme ça. Il m'a tout de suite Bon dit choix. que c'était beaucoup de sacrifices, mais que si je voulais rouler avec mon frère, bah voilà, qui serait heureux de nous aider et de nous conseiller voilà, pour toutes les courses et tout ce qu'il y aurait à faire. Donc ça, Bon, c'était bah, c'est cool. fin 2013, on a acheté la voiture. Et donc 2014, bah, c'est un petit peu le début du vrai Team Sud, entre guillemets, officiel, hein, on va dire ça comme ça. Et vous participez notamment au Mont d'Or, la course de votre enfance. Alors j'imagine que ça doit être pour vous les fans de course de côte qui êtes nés presque au bord de cette course. Ça devait être quelque chose quoi, d'être au départ, non? Ah, ouais, je m'en souviendrai toute ma vie. Ouais. C'était un rêve là, qui se réalisait d'être au départ du Mont d'Or avec une monoplace. Voilà. J'en ai encore des frissons, mais de toute façon tous les ans, donc ça change pas. Ouais. C'est le Mont d'Or, quoi. C'est un peu différent. Ouais, c'est particulier. Il y a une atmosphère particulière. Je pense que comme à Monaco en Formule 1, il y a une atmosphère particulière. Au Mont d'Or en France, bien que ce soit pas forcément le tracé préféré de certains pilotes, mais ça reste une ambiance qui est très particulière et qui est unique. Ah bah ça c'est clair. Alors justement, c'est d'abord toi David qui va rouler avec cette auto. Vous me corrigez les garçons si je me trompe, mais Rémi, tu vas arriver en fait à rouler avec cette auto un petit peu plus tard. Je crois que c'est plutôt en 2015, non Rémi? Non, on a fait de la doublement. Dès 2014? Ouais, ok. Il me semblait que c'était un petit peu plus tard. Bon, alors ça vous a permis justement de découvrir la monoplace. Et en 2016, vous passez donc au step supérieur puisque vous faites l'acquisition d'une Formule 3. Pourquoi ce choix? Comment ça s'est fait? Pourquoi l'idée de passer à une auto un peu plus véloce? Rémi, je te laisse peut-être répondre. Ouais. Eh ben, bon, l'idée c'était d'avoir plus performant forcément, d'essayer d'aller chercher le podium en régional, même si les Normas poussent fort, on se disait qu'il y avait peut-être moyen de jouer un petit peu sur le tableau, au moins le podium. Bon, la F3, ça reste le top en monoplace, au moins en régional. Donc David a dit ça serait bien qu'on achète une F3, quoi. Et bon, clairement, c'était la solution. Donc, il a fallu encore trouver un peu de sous. David en avait remis encore un peu de côté, donc ça allait. Et on est allé voir. C'est le comptable de l'équipe, en fait, David. On est allé voir Étienne Debar à Turckheim. On avait repéré sa voiture en annonce. Et Étienne, c'est quelqu'un de super sympa qui nous a tout de suite montré la voiture. Il était un petit peu étonné quand on vienne le voir, mais bon, voilà, on a regardé l'auto. C'est quelqu'un qui est très honnête, Étienne. Donc, il nous a vendu la voiture au final. Et ça a été vraiment une bonne acquisition. Enfin, voilà, c'est des autos. Nous, on est très maniaques, donc forcément, on a beaucoup travaillé sur la voiture, notamment au niveau carrosserie. Mais mécaniquement, c'est une voiture qui marchait très bien. On a refait un petit peu de développement dessus pour la mettre un petit peu à notre main. Et derrière, eh ben, ça a enchaîné. On a fait 3 saisons avec cette voiture. Donc, du régional, du championnat de France. Voilà, c'était vraiment une très bonne auto. Ouais. Puis du coup, voilà, vous avez pu effectivement venir vous afficher sur le championnat de France de la montagne. Donc, on vous a vu de manière un petit peu plus régulière. Et puis, donc, en 2019, vous avez changé d'auto et vous avez acheté la voiture de quelqu'un qui est à nos côtés là ce soir, hein, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça? C'est ça. Exact. Il s'agit de l'auto de Samy dont on prendra des nouvelles dans quelques minutes. Alors, c'est une auto qui est un peu plus récente. Comment ça s'est fait? Racontez-nous un petit peu là, entre le vendeur et l'acquéreur. Là, on veut tout savoir. Ah, je l'ai forcé en fait. Ouais, j'ai eu un pistolet sur la tempe. Non, bah,
Samy avait mis en vente le châssis dans l'été. Nous, on avait vendu l'auto. Elle est vite partie. L'auto avait bien marché. David avait fait des scratchs avec. Donc, c'était une 302 avec un Opel, hein, pour ceux qui ne se rappelaient pas trop. David avait fait plusieurs scratchs avec la voiture. Il y avait eu des bons résultats. La voiture est toujours propre. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir une bonne réputation sur la propreté de nos voitures. Donc, ça part vite, hein, en annonce. Et puis, donc, Samy avait mis son châssis en vente au milieu dans l'été pour voir un petit peu, pour jauger. Et puis, j'avais ce souvenir-là. Je lui ai envoyé un message et je lui ai dit, Samy, est-ce que tu vendrais la voiture complète? Je me rappelle, j'étais en déplacement, je lui ai envoyé ça un soir. Et puis, il m'a dit, ça se discute. Et puis, on a discuté et on a rediscuté. Et je suis allé voir la voiture. La mécanique était propre. Donc, voilà, après moult discussions, on a réussi à se mettre d'accord et on est venu chercher la voiture. Bon, parfait, c'est une affaire qui roule, ça. C'est une affaire qui roule, ça a l'air nickel. Hein. Ouais, voilà. Rien de plus à dire. Bon, c'est cool. Votre programme pour 2020, les garçons, c'était quoi, David? Je te laisse en parler. Ouais. Avec le boulot, c'est un peu difficile depuis 2 ans de faire beaucoup de courses. Donc, on essaye de se caler les calendriers. D'autant plus maintenant avec Rémi qui avait changé de boulot et qui se lançait aussi dans le sport automobile. Mais on avait quand même prévu de faire déjà venir commencer au salon des sports mécaniques d'Issoire pour remettre les fesses dans la voiture, d'aller à la course de côte de Plot, course de côte historique, c'est la montée de Plot, où on est en démonstration, histoire de remettre les fesses dans la voiture, mais cette fois sur une course de côte, puis après de se lancer à Issoire, le Vernay-la-Varenne. D'ailleurs, j'invite ceux qui ne sont jamais venus à Issoire, le Vernay-la-Varenne, de faire le déplacement et de profiter de cette course dès 2021. C'est une super course avec une belle organisation, il y a du rapide, le revêtement est super. Donc, voilà. On avait prévu de faire Courpierre, on avait prévu de faire pareil, la course de côte de la Tarde, le Mont d'Or, peut-être une course en plus au mois d'août, et puis d'aller à Turkheim en fin de saison. Quoi, pour votre programme habituel, quoi, en gros. Voilà, c'est ça. Bon, ok, et super. Puis bon, si possible, ce qu'on avait fait il y a 2 ans, c'était on avait pu rouler un petit peu vers chez moi, parce que moi j'habite vers Belfort. Hein. On avait pu faire 2 courses, le Mont de Fourche et puis la course de côte de Mélisée. Et puis cette année, suivant les dates, ça aurait pu être encore jouable d'en faire au moins une des deux. Il y avait aussi Lioran, hein, en deuxième diff qui était au calendrier. Donc c'est vrai que ça aurait pu faire un programme sympa. Voilà, avec des calendriers, autant le calendrier professionnel de David que le mien, on aurait pu s'adapter. S'adapter. Chacun aurait pu s'adapter au niveau des dates. Et ça aurait pu faire une année sympa. Ouais. Bien sûr. On espère que 2021 vous permettra de faire ça. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur les épreuves. Rémi, avant de terminer, alors tu vas nous parler un petit peu de ta nouvelle activité. Hein, c'est le moment pub. Ça sera facturé très très cher la minute. Je t'envoie dès la fin de l'émission mon RIB pour le règlement. Non, je rigole. Pas de problème, de toute façon le compte est à 0. Donc allez, non, vas-y, parle-nous-en un petit peu, ça peut intéresser certains pilotes et certains spectateurs qui nous regardent. Oui, donc en fait, après 10 ans de carrière chez PSA, donc au centre d'essai de Peugeot, à faire du développement châssis, liaison au sol, je me suis dit qu'il était peut-être temps pour moi de changer, d'évoluer et d'aller vers ma passion qui est le sport automobile, particulièrement la course de côte, mais le sport automobile en général, et essayer d'inculquer un peu ce que j'ai pu apprendre, autant du côté sport auto depuis les dizaines d'années que je suis là-dedans, que le côté pro avec mes 10 ans d'expérience. Essayer d'apporter un petit peu ma pierre à l'édifice et de pouvoir aider les pilotes, les équipes à régler leur véhicule de compétition sans vouloir savoir régler toutes les voitures. C'est pas ma prétention, mais leur apporter une méthode, leur apporter des conseils, faire les choses dans le bon ordre, faire les choses comme il faut, avec le recul suffisant, de manière sécuritaire. Toutes ces choses-là, c'est dans le projet de ma prestation que je propose. Il y a du coaching de pilotage qui est très bien fait par certaines personnes, comme notamment Nicolas Schatz. Moi, c'est plutôt du coaching réglage, mise au point. C'est pour essayer de faire prendre conscience aux pilotes et aux équipes qu'il n'y a pas que le moteur, il n'y a pas que les chevaux, il n'y a pas que la puissance, il n'y a pas que le couple. Il y a aussi le châssis
Vous pouvez mettre 1000 chevaux dans une voiture qui ne tient pas la route, vous irez pas bien loin. Et pour le prix de un peu plus qu'un pneumatique, et ben, vous aurez une journée avec quelqu'un qui peut vous aider à acquérir une méthodologie et qui peut vous envoyer vers peut-être des pistes que vous n'avez pas encore explorées. Et donc, l'idée, c'est qu'à la fin de la journée, tout le monde soit content et que le gars se sente bien au volant, quoi. Bon, bah, c'est cool. Bah, écoute, le message est passé. Tu ne manqueras pas sur les différents supports digitaux, sur les réseaux sociaux, de nous parler, bien sûr, de ton activité. Et puis, un dernier sujet que je voudrais évoquer avec toi, Rémi, parce que là, on va peut-être lâcher une bombe pour les fans de course de côte. Tu es Modo 1. Voilà, c'est toi. C'est toi, voilà. Tu es aussi l'administrateur, le modérateur du Forum Chevalier Compétition. Forum Chevalier Compétition, bon, c'est une des plus grosses plateformes, je dirais, de fans de course de côte depuis de nombreuses années. Tu peux nous en parler rapidement? Oui, rapidement. En fait, en 2009, mi-2009, Olivier Desdevises a décidé d'arrêter d'administrer le Forum Chevalier Compétition. Ça faisait quasiment 10 ans qu'il existait. Pourquoi il a décidé d'arrêter? Parce que il y avait des personnes qui, enfin, ça se passait pas très bien, quoi. C'était un peu le cirque sur le forum. Et du coup, il avait mis un message à la place du forum. Il avait mis j'en ai marre. S'il y en a qui veut prendre leur lait, il est bienvenu. Bon, c'était un peu plus diplomatique que ça, mais c'était à peu près ce qui était dit. Je me rappelle. Voilà. Et du coup, je lui ai envoyé un mail. Et je suis allé voir un copain. Je lui ai dit, est-ce que ça te dirait? On le reprend ensemble et puis on essaie de voir comment ça tourne. Je lui ai envoyé un mail. Et il m'a dit oui. Donc, finalement, il a rien fait, le copain. Mais bon, c'est pas grave, je lui en veux pas. Donc, j'ai envoyé un mail à Olivier. Je lui ai expliqué un petit peu, voilà, pourquoi je voulais le reprendre. Parce que je voulais pas que ça se perde, en fait. Parce que ce forum-là, pour moi, c'était une source d'information énorme. Nous, on adore le championnat de France, on adore la côte, on adore le championnat d'Europe. Mais on ne pouvait pas se rendre à toutes les épreuves en spectateur. On ne roulait plus à l'époque. Donc, c'était comme ça qu'on avait les infos. On achetait l'échappement, on avait un peu Internet et puis ça, quoi. Et donc, j'ai repris le forum. Je l'ai repris de manière anonyme parce que je ne voulais pas mettre en biais mon nom vis-à-vis de mon père et mon frère qui n'avaient rien à voir là-dedans. Et que si jamais ça se passait mal et qu'au final, j'étais lâché sur la place publique, mais voilà, je ne voulais pas que le nom soit associé à ça. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est pour ça que je ne me suis pas forcément dénoncé. C'est moi qui ai cassé le mythe. Voilà. Non, parce qu'en fait, ça s'est su petit à petit. Disons que pendant 5-6 ans, personne ne l'a su. Bon, à part mon frère ou des gens très proches, mais personne ne l'a su. Et ça s'est su, vers il y a 4-5 ans, à peu près, ça a commencé à se savoir. Et puis après, bon, au final, qu'on le sache ou pas, ça ne change pas énorme. Non, à part que les gens, du coup, pourront venir me voir et m'en parler s'ils ont des questions, des critiques, des choses à dire. Voilà. L'idée, c'était vraiment de faire vivre ce forum. Alors, ça a été un petit peu dur au début, pendant les premières années. Et petit à petit, c'est un forum qui a refait surface et puis maintenant, je trouve, qui a un bon rythme de croisière. Donc, c'est du boulot. Le forum Chevalier, c'est une demi-heure de boulot par jour toute l'année. Donc, ce n'est pas un gros forum. Il y a 1000-1200 inscrits sur Chevalier. Mais il y a quand même des visites. Alors, statistiquement, les statistiques, il faut toujours faire gaffe, mais on est à 2-3 000 visites par jour. Donc, c'est quand même pas mal. Donc, après, il faut enlever tout ce qui est robot, tout ça. Donc, on rigole bien sur le forum. Il y a des gens qui sont très techniques. Il y a comme quelqu'un comme Dédé, par exemple, qui est très technique. Il y a des gens qui voyagent dans toute l'Europe, comme Ben. Après, il y a des spectateurs avertis, comme D'Artagnan, Pierre. Bon, je vais forcément oublier, là, du coup, là, je vais me faire... Ouais. C'est pas grave, voilà, t'inquiète. Il y a des pilotes, Sébastien Petit vient parler, Nico Verver vient parler. On a un petit peu tout le microcosme de la course de côte. On a un speaker maintenant, en plus, qui vient parler. J'étais avant. En fait, pour tout te dire, j'ai perdu mes identifiants de l'époque. Donc, j'ai recréé un compte dernièrement. Voilà, mais j'ai jamais cessé je regardais en visiteur, mais j'étais toujours dans le coin. Voilà, donc ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a un peu tout le monde. On a des spectateurs, plus ou moins avertis techniquement. Donc, c'est bien parce qu'ils posent des questions. Il y a les gars qui sont techniques qui répondent. Donc, ça permet de faire un petit peu d'émulation. Donc, il y a des pilotes, il y a des organisateurs. Il y a des accompagnateurs, il y a Gilou, le pilote l'accompagnateur de Mécano de Seb Petit. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui regardent aussi et qui ne postent pas, je pense à la goupille. Voilà.
Donc, ça marche bien, ça vit. Il y a des gens qui ne savaient pas que ça vivait encore, que j'ai vu l'année dernière, à qui j'en ai discuté, qui m'ont dit: ah bon, ça existe encore le forum chevalet? Ouais, ouais, bah, vas-y voir. Et ben, donc, ils sont allés voir. Et voilà. Donc, j'en suis bien content. Et donc, C'est cool et il faut le continuer parce que comme tu le dis, c'est une mine d'or. C'est aussi, ça fait partie du microcosme de la course de côte depuis quasiment 20 ans maintenant et ouais. c'est cool de l'avoir repris. Donc, on salue les amis du forum qui se Et puis, reconnaîtront. du Hein. coup, je voudrais aussi remercier Raoul qui a l'année dernière qui a lancé une petite cagnotte pour permettre de payer l'hébergement parce que bah, c'est pas gratuit un site internet. Hein. Donc grâce à la cagnotte de Raoul, eh ben, on a pu payer l'hébergement que moi je payais de manière personnelle depuis 10 ans. Maintenant pour 2019 et 2020, bah, l'hébergement a été payé grâce à la cagnotte. Donc merci à tous ceux qui ont pu participer. C'est bien sympa. Eh ben, écoute, le message est passé. En tout cas, je te remercie Rémi, je te remercie David d'avoir été à mes côtés. Restez à mes côtés, les gars, hein, parce que je vais avoir besoin de vous dans quelques instants pour le quiz. Vous le savez. Donc, ne partez pas, restez dans les parages. Mais merci d'avoir répondu à mes questions. Je vais me rediriger maintenant vers mon deuxième invité, enfin mon troisième invité. Hein, on va dire ça comme ça aujourd'hui. Il s'agit de Samy Gut. Samy, on va parler un petit peu de ta carrière. Donc, toi, tu as une très très longue carrière. T'as pas fait que du sport auto, tu as fait pas mal de karts aussi. Je crois que tu as d'ailleurs démarré vraiment par le kart avec plutôt un joli palmarès, raconte-nous. Oui, je suis un peu vieux, c'est ça? Non, je Non, déconne. pas du tout, t'es vieux, Les écoute, cheveux blancs. t'as Je déconne. démarré très jeune. Voilà, c'est rien à voir. Rien à voir. Ouais, non, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont donné l'opportunité de commencer avec le kart. Ouais. Le premier tour de kart, ça remonte à 1987. Donc ça quand même, ça date maintenant. Mais c'est vrai que ouais, j'ai commencé par le karting. T'en as fait pendant combien de temps du kart? 25 ans de compétition. Ouais, donc t'as pu limer, les différents circuits. Alors, notamment, je crois t'as été champion de France en 1990, hein, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, et j'ai Bon. gagné un championnat de France à Carcassonne en 90. Bon, sympa, non? Il devait y avoir du beau monde à l'époque. Si on se Ouais, remémore, il devait y avoir des pilotes sympas, non? ouais, il y avait du beau monde et ça a été le jour où il y a eu vraiment le déclic. C'est un jour qui est gravé chez moi parce que c'est à partir de ce jour-là que tout s'est un petit peu mis en place et puis que ça m'a lancé vraiment dans le sport automobile. Ouais, bah oui, bah, bien sûr, on le sait, le kart, c'est souvent l'école utilisée en tout cas par les pilotes pour se lancer dans le sport auto. Quel est ton regard, toi, justement, sur toute cette période où tu étais, t'étais au démarrage de ta carrière, il y avait des bons résultats. Justement, tu parles de déclic. Qu'est-ce que tu t'es dit, toi, à ce moment-là? Ben, chronologiquement, si on regarde les choses, avant le championnat de France, c'était un rêve d'y aller. Pendant, je n'ai pas touché terre, j'étais sur un nuage. Le soir, c'était extraordinaire. Et puis après, voilà, ça a commencé déjà un petit peu à retomber parce qu'il faut revenir sur terre. Hein. C'est important. J'avais un entourage qui m'a permis de le faire. Et puis voilà, ça s'est mis en route avec pas mal de coups de téléphone, des gens qui proposaient du matos, qui proposaient de venir piloter pour eux. Donc voilà, c'est parti. Et ce regard-là, quand on est jeune, on est en plein rêve, on s'imagine qu'on va devenir le plus grand pilote du monde. Mais en tout cas, ça a été une période extraordinaire parce que même mes profs à l'époque se sont mis à m'aider. J'ai passé des examens sur les circuits blancs, pas officiels, mais en tout cas blancs, parce qu'ils m'ont fait confiance et comme ça me prenait beaucoup de temps, les essais et tout ça, donc je partais le mardi pour revenir le lundi d'après, donc forcément c'était compliqué, mais voilà, tout s'est mis en route dans cette période-là et moi c'était une période de ma vie qui a été extraordinaire. Bah ouais, tu m'étonnes. Et puis c'est vrai que à cette époque-là, enfin ou du moins à cette époque-là des carrières, c'est sûr que quand on se lance dans le sport auto avec les études et tout, bah c'est pas évident avec l'école à assurer, c'est certain. Alors tu vas quand même rapidement passer je dirais à la voiture, hein, passer au circuit, Ouais, si je dis pas de ben, bêtises. c'est ça. En fait, les 25 ans de compétition de kart, ils ont été par moment empiétés sur l'automobile parce que bah, là aussi, je rêvais de faire de la monoplace, comme je pense beaucoup d'entre nous. Et je m'étais inscrit à un volant à Montlhéry, chez Migal. C'était le volant Max Auto à l'époque.
parce que c'était financièrement accessible d'aller rouler un week-end au volant d'une Formule Ford et où il y avait de l'enseignement technique et de pilotage. Donc je m'y suis inscrit et puis ben, les chronos faisant, ils m'ont dit ben, faut venir le stage d'après, le stage 2, stage 2, stage 3. Stage 3, je fais des chronos, ben, je suis qualifié pour la demi-finale. Bon, ok, je reviens à la demi-finale et qualifié pour la finale. Et puis là, un truc de fou, un mercredi 2 mars 94, je gagne Précis, le volant. Ouais, précis. ouais, bah oui, c'est gravé. Ouais, bien Enfin, sûr, tu voilà, m'étonnes. c'est ma vie. C'est ma vie. J'avais toujours rêvé d'être pilote et c'est vraiment ma vie. Et ce jour-là, ben, je gagne le volant. Voilà, je gagne le volant. Il y avait beaucoup de gens connus qui étaient au jury, des grands journalistes, Jean-Louis Moncey, des pilotes, Jean-Christophe Bouillon. Enfin, de l'époque, il y avait plein de gens qui me faisaient rêver. J'avais des yeux et je gagne le volant. Je me dis, l'instructeur était Patrick Lemarié, qu'on connaît très bien, qui a roulé, qui a fait une carrière extraordinaire, et pilote d'essai Formule 1 et copain de Jacques Villeneuve. Et, euh, et c'est parti. Et voilà, c'était encore un jour extraordinaire. Et à partir de ce jour-là, ben, je suis devenu pilote pro pour un an déjà Ouais, chez parce que de là, tu signes Max chez Auto. Ligal, hein, c'est ça, en C'est Formule Ford, du ça, coup. Ouais, ouais, ouais. c'est ça. Ouais, ouais. J'ai gagné le volant, donc j'ai eu la chance de le gagner. Et ça m'a lancé dans le sport auto. Alors, ça fait quoi d'être pilote pro? Ah, Quelque alors chose, non? c'est extraordinaire. Hein. Voilà, on s'occupe de nous, on a plein de trucs, on a des packages, on est habillé, on est logé, on est nourri. C'est extraordinaire. Par contre, ben, il y a le contre-coup, c'est-à-dire que Max Auto avait plus de 200 invités par mythique pour répondre aux 200 personnes qui posent la même question avec le sourire un quart d'heure avant le départ. Donc c'est un vrai métier. C'est là où j'ai découvert le métier de pilote parce que ce métier de pilote, c'est pas être derrière un volant et puis d'aller vite. C'est déjà une grosse partie, c'est important, mais il y a tout le reste derrière. Et j'ai découvert ça et c'est vraiment un métier complet. Ce qu'on voit généralement à la télé, tout ça, ça n'a rien à voir. C'est le beau côté euh, pour le public et c'est super. Mais là, j'ai découvert un vrai métier. Avec le métier de pilote, c'est dans l'auto, mais il y a un métier à côté de communication, faire l'effort sur soi de présentation, de langage, de s'exprimer, d'avoir toujours le sourire, de gérer la pression. Et ça a été extraordinaire aussi. Ouais, bien sûr, bah, ça doit être ultra enrichissant, mais c'est pas évident. C'est certain, c'est un vrai job. Alors, malgré ça, tu vas quand même retourner en kart à un moment donné bah, d'ailleurs, je ne sais pas quelles sont les raisons. Tu vas nous Ouais, l'expliquer. elles sont super simples. Budget. Budget, ouais, C'est-à-dire que voilà, on gagne un volant. Ça s'est pas trop mal passé la saison. J'étais assez content. Le team aussi, mais il faut toujours apporter de l'argent. Et au moment où il a fallu décider d'apporter le budget pour continuer en Formule Ford, eh ben, j'ai pas trouvé, tout simplement. J'ai pas trouvé l'argent parce que la première chose pour rouler, c'est de l'argent. En circuit, je dis pas que je suis bon ou mauvais, je m'en fiche. C'est pas ça le problème. C'est qu'en tout cas, pour avoir un volant, faut le payer. Donc, quand on peut pas le payer, on a beau être n'importe qui, on monte pas dans la voiture. ouais, Donc, bien du sûr. coup, ayant un passif déjà dans le kart qui était pas mal, eh ben, des écuries m'ont proposé de revenir gratos. Donc, voilà. Ouais, ouais, donc ça te permettait de continuer de rouler dans des bonnes conditions. Je crois que tu vas, donc cette partie-là de ta carrière, on est en 95, hein, c'est ça, si je dis Ouais, pas c'est de ça. bêtises. C'est Et ça. ça C'est va ça. durer jusqu'en 2006, un truc comme ça? Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, j'ai roulé pour pas mal de teams jusqu'en 99 où j'ai monté ma boîte. Ma boîte, c'était une écurie de cartes et un circuit de cartes que j'ai tenu jusqu'à 2006. Voilà. Donc bien, ça va, tu pouvais t'entraîner à la maison. Ouais, Facile, ouais, facile, ouais, facile. c'était une super période aussi. Et puis, ça me permettait de vivre de ma passion, ce qui est déjà extraordinaire. Hein. J'en ai Bien vécu sûr. 6 ans. Je vais pas me plaindre. Hein. Ah non, non, mais c'est clair, c'est clair. T'as à nouveau été champion de France par équipe, hein, je crois, c'est ça, pendant cette Ouais, période-là. ouais, c'est ça. C'est qu'avec la Ligue, on est allé à Salbris. Et puis, j'étais sélectionné parce que j'avais gagné un championnat régional Bourgogne-Franche-Comté. Et j'avais été sélectionné dans l'équipe Bourgogne-Franche-Comté. Et on est allé à Salbris, puis on a gagné. Ouais. Bon, bah, c'est cool, ça fait
des belles lignes au palmarès. 2007, alors tu vas débuter la course de côte, débuter justement dans notre discipline. Alors la première question, c'est pourquoi tu as choisi de venir en course de côte et pas ailleurs, pas sur d'autres typologies de courses? Alors, il y a plusieurs raisons. Les Rangiers, c'est à 30 bornes de chez moi. Je suis allé les voir depuis que je m'en souviens. Donc, mon père m'y emmenait. Donc, déjà, la côte, je la connaissais depuis longtemps, la course de côte. La deuxième raison, c'est le budget. Parce que forcément, par rapport à du circuit, c'est moins onéreux. L'âge, puisque retourner en circuit, plus onéreux, mais les jeunes, ça va super vite. Il fallait suivre le mouvement. Pour moi, c'était trop tard et c'était fini. Et puis, l'opportunité d'avoir une auto, une Tatus, une FR, qui était à l'époque à un tarif qui me permettait d'en acheter une. Donc, tout était réuni pour que je commence la côte. Ouais, donc tu vas te lancer justement avec la Formule Renault. Tu vas faire quelques saisons sympas avec notamment en 2010 et en 2011, tu vas, je dirais, placer ta Formule Renault au sommet de la hiérarchie en championnat de France. Alors en 2010, il y avait pas le Challenge Open, hein, je crois, sur la Formule Renault, mais tu termines premier des Formules Renault et en 2011, tu remportes ce Challenge Open. Bon, c'était plutôt une bonne période de ta carrière, non? Qu'est-ce que tu en penses? Ah ouais, non, mais c'est extraordinaire. Voilà, encore une fois, j'ai de la chance dans ma vie d'avoir pu faire autant d'années une passion. En plus, avoir des résultats sympas, c'est vraiment cool et j'en profite énormément parce qu'il y a eu des périodes où moi j'étais dans le public et puis que je me disais un jour j'y serai. Et quand ça va pas, c'est ce que je me dis. Des fois, je me prends trop la tête et je me dis mais t'es trop con parce que regarde les gens dans le public, ils rêvent d'être à ta place. Donc déjà, remets-toi dans le baquet puis prends plaisir parce que ça sert à rien. C'est fini tout ça. L'époque du pro, l'époque d'avoir des résultats, c'est fini. Il n'y a plus rien au bout. C'est le plaisir. Mais c'est vrai que j'ai encore un petit peu de mal avec ça. Mais ouais, c'est quand même sympa. Ouais, c'est quand même Ouais, chouette. bien sûr. Tu prends quand même ton pied, quoi. Alors, c'est en 2013 ou en 2014 que tu passes à la F3, Samy et Clermont, je sais. C'est 2014 où j'ai acheté la 2014, hein. 302. Ouais, ouais. J'ai Ouais, ouais, acheté ouais. la F3 parce que j'ai eu un gros crash à Villafont avec la FR en 2012. Et le temps de remonter la FR, de rouler avec, et puis que je l'ai revendu du coup. Et voilà, ça m'a permis de repartir et puis de passer à la F3. Voilà, donc sur une catégorie un peu plus, je dirais, un peu plus véloce, pourquoi pareillement ce choix de la F3 et pas autre chose? Ça aurait pu. Alors, ouais, c'était pas la F3 d'entrée, c'était la Formula Master à l'époque. J'avais envie de faire venir cette Formula Master en côte. J'étais avec Damien Bernet à l'époque, où on s'était battu en FR avant. Et avec Damien, on s'était dit, mais c'est une super auto, il y a tout ce qu'il faut. Donc, on avait essayé de décider la FFSA. À l'époque, c'était pas passé. On avait monté des dossiers et tout, c'était pas passé. Bon, alors, du coup, je me dis, la F3, ça me faisait un peu plus peur dans le sens où il y a des pointures. Hein. Bon, Reynald, je ne discute pas là-dessus. Donc, je me dis que aller confronter à ces gens-là. Puis j'en avais discuté aussi avec Reynald, puis il m'a dit mais pourquoi tu viens pas en F3 en fait? Pourquoi tu viens pas là? C'est sympa et tout, c'est des bonnes autos, ça je savais, mais bon. Du coup, voilà. De toute façon, c'était pas par dépit du tout, parce que c'est une catégorie exceptionnelle, c'est des voitures hyper compliquées, c'est des vraies autos de course, donc voilà, on est parti en F3. Ouais, tout ça, c'est de la faute à Reynald, hein, il nous expliquera. Voilà, il en faut, hein. Voilà, c'est ça, il Ouais, en faut un, c'était ouais. toi. Écoute. Reynald, il a origine de plein de choses avec moi. Ils m'aident tellement que voilà. Bon, c'est cool. C'est ça l'esprit de la montagne qu'on aime. Alors, justement, en 2014-2015, avec cette F3, tu vas terminer quatrième du Challenge Open à deux reprises donc, au niveau du championnat de France. 2016-2017, on va moins te voir hein, pour des questions de budget notamment, Ouais, tu seras un petit peu moins présent. Et en ouais. 2018, donc, tu fais ton retour sur le championnat de France en terminant septième du Challenge Open. Raconte-nous Ouais. un petit peu comment s'est fait ce retour et voilà comment tu juges ta saison, quoi. Non, mais le retour, il s'est fait, c'est que j'ai retrouvé des partenaires pour pouvoir financer un projet sur une année sur un championnat. Et puis les voitures sont très compliquées. J'ai du mal à m'y mettre encore maintenant, faut l'avouer. Hein. C'est pas la mécanique, hein, c'est déjà entre le baquet et le volant. Donc, par moments ça marche bien, et par moments ça marche pas bien. Donc, j'ai encore un peu de mal à tout cerner les composants de la F3. Et puis, je pense j'ai deux gros défauts, c'est de vouloir toujours
faire vite, donc je me précipite et je me bloque. Et puis, je crois que j'ai trop changé d'auto ces dernières années. Je crois qu'il faut se calmer. Quand ça commence à marcher, je change. Donc, il y a aussi ça. Ouais, bien sûr. Alors justement, on va parler de ta voiture actuelle, puisque du coup, eu égard au fait que tu aies vendu ton ancienne F3 à David et Rémi, forcément, il te fallait retrouver une nouvelle auto. Et je crois que tu t'es équipé d'une F311 qui a un petit pédigré, qui a appartenu à un pilote pas trop mauvais, non? C'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Voilà, c'est l'ancienne voiture à Verstappen qui vient de chez Motopark. Verstappen Voilà, fils, hein, on après. précise quand même, hein. Ouais, 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 ouais. Ouais, bien que j'ai roulé avec le père en kart, hein, mais voilà, ça me rajeunit pas. Mais du coup, voilà, oui, c'est une très très bonne auto, hein. Il y a pas à chercher. Je me pose pas de questions sur l'auto, c'est qu'il faut que je la comprenne. Et puis, il faut que je me lâche comme je me lâchais au volant des FR 2000. Depuis que j'ai la F3, j'ai jamais roulé comme je roulais en FR 2000 dans ma tête. Jamais. J'ai pas encore pris confiance en ces autos, je les ai pas encore compris. J'ai pas beaucoup roulé faute de budget peut-être, mais en tout cas, pour l'instant, j'ai du mal, il faut l'avouer clairement, en espérant que ça aille de mieux en mieux aujourd'hui. J'ai la chance d'être entouré, donc voilà, maintenant il faut travailler. Il n'y a pas de raison, ouais, un petit peu de travail et puis ça va le faire. 2019, Samy, tu as fait un petit peu plus d'Europe, hein, si je dis pas de bêtises, mais on t'a vu du côté des Rangers, du coup, on t'a vu à Osnabrück, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est Allez, ça, ouais. Ouais, c'est ça, Ouais, c'est des mais courses il va en que. Allemagne, c'est pour autre chose. Ah, je veux pas savoir. C'est pour ça que je suis un peu dégoûté cette année parce qu'on n'ira pas. J'avais pris rendez-vous pour une fois que j'avais l'iPhone des filles. Non, je déconne. Mais voilà, ouais, non, mais c'est des courses qui sont pour moi. Eschdorf, pour être chronologique, Eschdorf étant la première de l'année où je vais à l'étranger. C'est une course que je fais depuis plus de 12 ans maintenant, où on est super accueillis, où il y a un plateau extraordinaire et vraiment, ça fait beaucoup, beaucoup de plaisir de rouler là-bas. Donc ça, c'est une des raisons pourquoi je vais à Eschdorf. Il y a le niveau qui est super intéressant. Osnabrück, ils sont venus pendant un petit moment nous en parler, et puis ça fait loin, c'est au nord d'Allemagne. C'est du temps, parce qu'il faut partir le jeudi, revenir le lundi. Et puis dès que j'ai pu avoir des congés qui me permettaient de le faire, je l'ai fait. Mais depuis, j'ai plus envie de ne plus y aller, pardon. Comme le dit Reynald, il y a pas mal de choses qui sont attrayants là-bas, extra compétition et compétition. Donc du coup là aussi, hein, il y a vraiment un très très beau plateau avec pratiquement tous les leaders européens de la côte qui viennent chaque année avec à chaque fois même des anciens pilotes de F1 qui ont des voitures de fou. Enfin, il y a une ambiance extraordinaire avec 25 à 30 000 spectateurs à chaque fois. Euh, donc voilà, ça c'est quelque chose de maintenant incontournable pour moi. Et puis les rangées. Les rangées, c'est comme le disait David tout à l'heure pour le Mont d'Or. Les rangées, pour moi, c'est à chaque fois que j'y suis. Là aussi, David, j'ai des frissons quand j'en parle. Là aussi, quand je suis sur le départ des rangées, pour moi, c'est extraordinaire. J'y allais avec mon papa qui est décédé et qui n'a pas pu voir que je les ai faits. Donc pour moi, les rangées, c'est. Ouais, s'il y avait qu'une montée par week-end, j'irais quand même. Ah, en même temps, ouais, quand on est à proximité comme tu l'es, et puis bon, c'est difficile de pas être amoureux d'une telle course, quoi. On peut. Ouais, ça va très très vite. C'est un boulevard. En plus, ils ont tout goudronné. Enfin, pour moi, ça reste une course extraordinaire et Ah ouais, bien elle a une sûr. histoire. En plus, notre Lio est lié maintenant Bien définitivement à sûr, bien cette sûr. épreuve. Donc, j'y étais. Donc, enfin, j'ai vécu tellement de choses à cette course que là aussi, c'est exceptionnel. C'est fort et c'est marqué d'émotion, bien sûr, on le comprend Mm. tout à fait pour toi, ça c'est certain. Ton programme, du coup, Samy, pour 2020, c'était quoi un peu le même avec des apparitions européennes ou peut-être plus retourner sur un championnat de France? Ouais, non, mais là, j'étais inscrit au CFM. Je le suis toujours. Je suis rempli d'espoir pour qu'on puisse quand même un petit peu essayer de rouler. On verra bien. Du coup, oui, c'était un CFM sans les courses dans l'Ouest parce que professionnellement, je suis quand même très pris. Donc, je ne pouvais pas me permettre d'aller dans l'Ouest. Et avec les trois courses dans les autres pays, Osnabrück, Eschdorf et les Rangers. Bon.
Ben écoute, on espère que tu vas pouvoir rouler le plus vite possible. Et puis, en tout cas, c'était un plaisir que t'avoir. Donc, je te remercie, Samy. Pareil, hein, comme David, Merci. comme Rémi. Reste à nos côtés puisqu'on va avoir besoin de toi dans quelques instants. On va se tourner maintenant vers le dernier invité de cette émission. Il s'agit de Reynald Thomas. Alors là, pour le coup, on a encore avec nous quelqu'un qui bien est sur des courses de côte depuis de très nombreuses années, un grand animateur de la Formule 3. Raconte-nous un petit peu ton début de carrière à toi, Reynald. Je crois que tu n'as pas démarré en côte, tu as plutôt démarré en circuit, toi, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. J'ai fait le volant Elf en 90. Et ensuite, donc j'ai fait le volant. J'ai arrêté parce que j'ai eu une proposition pour l'en double monte avec Alain de Marteret en course de côte, avec une monoplace 1300. Et j'ai débuté en 92 avec une monoplace 1300. Bon, Et ensuite, j'ai acheté ma propre voiture en 94, un châssis d'F3, et puis j'avais mis un moteur 1300 dedans. ton, Et ton, ton parallèlement calendrier à à l'époque? ça, j'ai fait tout au début, quand je roulais en 1300, je roulais en Coupe de France en circuit avec. D'accord, ok, ok. Et ton programme ouais, en course de côte à ce moment-là, c'était quoi? Tu faisais de la régionale, Ouais, je quelques... Ouais. faisais tout le régional à côté de chez moi, et puis des manches, je suis originaire de Nancy, et les manches de championnat de France à côté, dont à Brest-Villers, Turkheim, que j'ai toujours fait, quoi. Quelques petites Voilà. apparitions. Alors, c'est vrai que toi, Reynald, pour le coup, tu es connu pour être un pilote de F3. Ta première vraie F3, elle date de quand? Tu l'as acheté quand? Ben, c'est le nombre de cheveux blancs, regarde. En 97, j'ai roulé en F3. Donc, ça fait, C'était ma ouais, ça première fait, F3. ça fait Donc, plus ça de fait 20 quelques ans, années. de F3 en course de côte. C'était Ouais, quoi comme. et je suis l'un des plus vieux à rouler en F3 encore actuellement. En Et c'est- régional, il y a Jean-Pierre Bouchard, je crois, mais autrement, je dois être le plus vieux. ouais, c'est possible. C'est pas, voilà, c'est dû à l'expérience, pour le coup. C'est dû Voilà. à l'expérience. C'était quoi ta première F3, du coup? Tu peux nous en parler un Alors petit moi, peu? c'était toujours la F3 que j'avais acheté, la Dallara, que j'avais mis le 1300 dedans. J'avais enlevé le 1300 et ensuite j'avais mis un moteur F3 dedans. C'était une 88, une Dallara 88. Et puis j'avais mis un Opel 16 soupapes dedans et j'ai roulé jusque je sais plus 99 avec. Ok, Après, je ok. l'ai revendu à Christophe Malatès en châssis roulant et j'avais racheté une Martini en F3. Ok, ouais, ok. Bon, après, on va arriver justement au début des années 2000. C'est là où tu vas vraiment, je dirais, apparaître un peu plus souvent en championnat de France de la montagne. Je crois que ton premier championnat complet, tu le fais en 2003, Reynald, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Oui, c'est ça, ouais. Ben, je m'étais concentré, question de budget, comme tout le monde, à faire que du régional autour de chez moi. Et puis petit à petit, je faisais de plus en plus de championnats. Et puis je me suis dit, autant sacrifier 3 régionales et puis faire une belle épreuve. Et petit à petit, j'ai trouvé des partenaires et je me suis lancé au championnat comme ça, quoi. Ouais, Un mais petit championnat. ça a marché assez vite, quoi. Pour le coup, les résultats étaient assez Ouais, ça probants. s'est bien passé, ouais. Et puis, comme en ce moment, il y avait des gros plateaux. À l'époque, il y avait Claude Pin, il y avait Daniel Allais, il y avait Jacques Chevalier, il y avait beaucoup de monde. Donc, c'était bien, c'était relevé, c'était bien. Et puis, lorsque j'avais commencé, moi, en course de côte, je voulais déjà une F3. Mais à l'époque, la réglementation ne l'autorisait pas. On n'avait pas le droit à la F3. Donc, c'est pour ça que je m'étais orienté sur le 1300. Après, je dis une F2 à l'époque, c'était bien, mais financièrement, c'était pas possible avec un BM, quoi. Donc, je me suis lancé dans les F3 et puis je reste en F3, puis je finirai en F3. Ouais, bah t'en es resté fidèle en tout cas. Voilà. Alors, justement, je voulais aborder le sujet qui arrive, le sujet suivant. En 2005, ton frère Alban, bah, qu'on avait à nos côtés il y a quelques semaines, arrive lui en F3000. Comment vous gérez la cohabitation, toi qui es déjà installé en championnat de France, Alban qui arrive sur bah, voilà, une autre typologie d'auto. Comment vous gérez cette cohabitation-là, vous? Moi, j'avais un peu d'expérience, donc tout ce qui était reconnaissance, tout ce qui était mise au point de la voiture, comme on avait un garage familial, on réglait beaucoup de voitures, la voiture de Christian Debias, beaucoup de voitures comme ça, un peu de tout le monde, donc on avait déjà des bases pour régler les voitures, les bases avec Christian ou d'autres personnes pour connaître les épreuves, mon expérience à moi, donc petit à petit ça allait. Après la 3000 pour Alban, c'était une grosse découverte parce que il sortait du circuit et de la terre, mais il fallait maîtriser la mise au point de la voiture.
il fallait la puissance de la voiture et puis essayer de calmer ses ardeurs, quoi, on va dire. Alors que Ouais, le bah, c'est jeune, on ça. est un peu fougueux, un peu mordant, quoi. Il a fait un peu de casse au début, hein, on en reparlait avec lui Voilà, l'autre jour. voilà. Bon, ça Après, arrive, hein, ça arrive, c'est malheureux. C'est la course, quoi. Après, ça c'est arrive. des fois des coups de pas de chance et puis voilà, quoi. Exactement, exactement, exactement. Et toi, justement, à ce moment-là, alors tu me disais que tu n'avais pas forcément le budget quelques années auparavant de basculer en F2. À ce moment-là, comment ça se passe? Est-ce que, enfin, je sais pas, ça te dit pas, toi, de passer en F3000 ou vous passez un espèce Ben, d'accord pour pas rouler ensemble? fut un temps, ça m'est trotté dans la tête de passer à la 3000 et puis après, en faisant bien le tour avec mes partenaires et puis même moi, je dis financièrement, ça pourra pas aller, quoi. C'est faire une course ou deux et des voitures comme ça, il faut rouler fréquemment pour s'habituer à la vitesse, au freinage et puis à chaque coup que tu changes une pièce, tu remets un zéro en plus, quoi. Les pignons de boîte ou quoi que ce soit. Donc je dis financièrement, ça ira pas, quoi. Donc j'ai abandonné le projet, je m'étais bien avancé pour certaines choses et puis C'était j'ai en quelle année, arrêté. ça, concrètement, que tu as failli faire la bascule? C'était ben, peu de temps après Alban, 2, 3 ans après, je regardais un peu la réglementation de diverses voitures et puis ça pouvait être intéressant, quoi. Mais après, financièrement, ça pouvait pas le faire, quoi. Ouais, bien sûr, je vois, je vois, Et je vois. puis parallèlement à ça, ça fait quoi? Ça fait 14 ans, il y a Michelin qui m'avait contacté pour développer des pneus. Et puis, donc, du coup, je suis resté en F3 parce que ben, il y avait Michelin. Au niveau dimensionnel des pneus, c'était les pneus Michelin. Et puis, c'était vraiment un truc extraordinaire de faire un développement pour Michelin, quoi. Ouais, bien sûr, bah, ça fait partie des privilèges de certains pilotes, donc ça vaut le coup Ouais, et de faire j'étais ça. l'un des premiers avec Benoît Bouche. Et puis, on est parti vraiment d'une feuille blanche ou d'un pneu de circuit. Et puis, petit à petit, ça a développé. Les essais privés, travailler avec des ingénieurs de chez eux qui étaient en F1, WRC, tout ça, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire de ce côté. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On l'imagine, on le comprend, et puis ça permet d'évoluer aussi en tant que pilote, hein, Ouais, bien tout à évidemment. fait. Ça On se comprend, fait hein. remettre en question et ils recroisent un peu nos ressentis, voir si ça correspond à ce qu'eux, ils ont fait, parce qu'on travaille en aveugle, on ne sait pas ce qu'ils nous mettent comme pneus, qu'on est en circuit ou sur des routes fermées. Donc, c'est vraiment, vraiment bien, quoi. Bien sûr, bien sûr, bien S'ils sûr. font confiance autant de temps d'années, c'est que quelque part, les ressentis sont bons et puis le développement est bon. Bah, c'est ça, hein, c'est qu'ils ils en sont satisfaits, hein. Voilà. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Alors, toi, du coup, justement, bah, tu as longtemps animé je dirais le haut du panier, hein, en Formule 3. En 2010, tu remportes l'Open F3 au championnat. Tu termines troisième en 2013 notamment. Tu as toujours eu des bonnes perfs, tu as toujours été bien placé. Ça doit être un plaisir aussi de rouler et de se battre dans les bonnes positions, hein. Oui, bah, ça se fait remettre en question sans arrêt. La F3, ça a beaucoup changé, mais ça, il faut s'en remettre tout le temps en question. Il faut travailler énormément. Après, mon gros problème, c'est comme disait Cyril dans son interview, c'est qu'on vit trop sur nos acquis, sur nos expériences, et puis il faut se remettre en question, quoi. Il ne faut pas dire on fait comme ça, pendant 20 ans on passe comme ça. Il faut se remettre en question. Il y a tout qui évolue. La tenue de route des voitures, les parcours évoluent. Donc faut toujours retravailler, quoi. Après, il y a le matériel de pas mal de mes concurrents a beaucoup évolué aussi. Donc après, faut placer la barre, mais pas trop haute aussi. Ça reste qu'un loisir, on n'est que des amateurs. Euh, des voitures qui arrivent actuellement en championnat, c'est des coûts, à mon goût, beaucoup trop élevés pour gagner une catégorie d'F3, quoi. Ouais, bien sûr, bah, ça peut se discuter, on peut le comprendre en tout cas, ça c'est certain. Je voulais justement parler d'une de tes autos qui avait été assez originale à l'époque dans le peloton des F3. C'était cette fameuse Lola que tu avais amenée en course de côte. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu comment s'est monté le projet? Alors que à l'époque, c'est vrai que bon, c'est toujours le cas, mais il y a des marques un peu plus évidentes en F3 comme Dallara notamment. Pourquoi ce choix? Comment s'est monté ce projet de la Lola? Bah, ça s'est fait tardivement parce que j'étais parti pour une Dallara avec un moteur Mercedes à l'époque et ça prenait du retard, beaucoup de retard. Et puis à un moment, j'ai un copain qui travaille ingénieur chez Mitsubishi qui me contacte, qui roule aussi avec son père. Il dit bah, tiens, on a vu des Lola en Angleterre, un team qui les vend et ils sont directement à l'usine. Et du coup,
ils ont pris contact avec eux et on a acheté trois voitures là-bas chez Lola, les 3 dernières chez Lola. Donc on a visité l'usine et puis on a acheté les voitures. Donc les 2 autres roulent en Coupe de France. Et puis moi j'avais acheté donc cette Lola qui était en Allemagne, en championnat d'Allemagne, qui avait gagné le championnat d'Allemagne pendant 2 ans. Avec un moteur Opel, c'était un team belge qui l'avait à l'époque. D'accord. Ouais, c'était une auto originale qu'on n'avait pas, c'était une très bonne voiture. Enfin, c'est une très bonne voiture. Je vois maintenant les Dallara comme G ou comme Samy, ils sont revenus au bi-amortisseur. Elle était déjà en bi-amortisseur. Enfin, c'était vraiment une très bonne voiture. C'était assez poussé, ouais. Et t'en gardes quel souvenir, toi, justement, de ces. T'as fait quoi, 3-4 saisons avec, c'est ça peut-être j'ai fait au moins 6 saisons avec. Ouais, 6. Ouais. Mais j'en garde des très bons souvenirs, à part le Mont d'Or 2014, mais autrement, j'en garde des bons souvenirs. Bien sûr, ouais, bien sûr. Ça, Alors, on va être obligé d'en parler un petit peu, même si bon, c'était pas forcément la période la plus sympa de ta carrière, on imagine, mais tu es victime d'un gros accident à l'arrivée au Mont d'Or en 2014. Sans parler de l'accident lui-même, comment tu le vis, toi, à ce moment-là parce que finalement, tu n'as pas beaucoup eu d'accidents de cette envergure, même quasiment pas dans ta carrière. Comment tu le vis en tant que pilote, quoi, de sortir de ce genre d'accident, quoi? Quand tu es dans la voiture, tu t'insultes déjà, dis mince, qu'est-ce qui est arrivé, quel con. Et puis après, ça se passe tellement vite, tu pars en tonneau dans tous les sens, tu en fais plusieurs vers l'avant et autres. Et puis après, le plus critique, ce que je retiens, une fois que c'est fait, c'est au niveau des secours qui n'étaient pas du tout là à l'arrivée de l'épreuve, quoi. Je me suis retrouvé la tête à l'envers dans le fossé et les voitures qui passaient, pendant l'interruption de course, rien du tout. Et puis j'ai attendu un bon moment. C'est un pilote qui est venu, qui a franchi l'arrivée, qui a couru pour me secourir parce que je ne pouvais pas sortir la voiture. Et puis ma hantise, c'était de prendre feu dans la voiture, quoi. Je dis l'essence chaude, enfin tout ce qui s'ensuit. Après, tous les pilotes, comme c'est à l'arrivée, ont couru pour me retourner. Et je regarde tout autour, il n'y avait aucun extincteur, il n'y avait rien du tout. Donc j'ai remonté un peu les informations au niveau de la Fédé. Moi, je trouve ça illogique d'avoir si peu de secours à ce niveau-là, quoi. Ouais, bien sûr. Les choses évoluent un petit peu grâce à ça, quoi. Mais c'est vrai que ça manque un peu de secours à certains moments, quoi. C'est sûr. Puis là, pour le coup, la sortie elle était tellement atypique que t'étais dans un endroit particulier, quoi, où finalement, tu n'étais pas forcément visible de tous en plus. Donc, c'était. Ouais. Bah, du coup, maintenant, avant, il y avait un poteau et maintenant, ils les enlèvent par sécurité pour pas se le prendre. Mais ouais, c'est comme ça. C'est un fait de course. Et puis, voilà. Après, j'ai la chance que moi, je m'occupe de tout ce qui est mécanique et puis Alban fait tout ce qui est carrosserie. Et 15 jours après ou 3 semaines après, il y avait la course de Champs-Rousse et tout était opérationnel pour Champs-Rousse. Et je gagne Champs-Rousse devant Marcel. Et puis, c'est un très bon souvenir, quoi. Ouais, voilà, t'as remis le pied à l'étrier assez rapidement et ça t'a permis de passer à autre chose. Bah, du coup, 2014, ça va quand même être une bonne saison sur le plan statistique, puisque tu vas terminer deuxième quand même de l'Open F3. En 2015, tu vas terminer troisième. En 2016, tu vas terminer quatrième. Et donc, tu vas, il y a quelques saisons de ça, maintenant en 2017, tu vas repasser cette fois à la Dallara avec un mélange un petit peu particulier en course de côte, puisque tu ne vas pas choisir un bloc Mercedes. Ou Opel ou quoi que ce soit, mais tu vas choisir un bloc Volkswagen. Pourquoi ce choix? Je regardais un peu les résultats. Pour moi, le Volkswagen marchait, enfin, sur le papier, je regardais les résultats, marchait tout aussi bien qu'un Mercedes. J'avais des contacts avec des copains qui travaillaient dans des écuries d'F3 en Europe, qui me disaient que c'était tout aussi performant. Ils avaient eu des Mercedes, des Volkswagen. Et le Volkswagen, c'est depuis 97, je travaille avec Spies en Allemagne, qui fait les moteurs Opel. Et c'est eux qui font les mêmes moteurs. Et comme c'est moi qui révise nos moteurs, qui fait tout, j'ai un contact là-bas. Je leur ai posé des questions. Et s'il faut réviser le moteur, ce que j'ai fait d'ailleurs, le moteur, je peux le réviser. Donc au niveau du coût financier, c'est beaucoup moins élevé. Et en performance, c'est comme le Mercedes, quoi. Il n'y a rien à envier. Donc c'était un pari osé. Mais ça sera à refaire, je le referai, il n'y a aucun souci, quoi. Bon, et ben ouais, ça a permis justement de découvrir ces moteurs-là. En parallèle de ça, à ce moment-là, Alban décide de venir faire un petit tour du côté de la F3
Alors là, ça y est, pour le coup, vous vous êtes retrouvés après 15 grosses années en tant que concurrent dans la même catégorie. Comment vous l'avez abordé justement cette période-là? Bah, je me suis dit, il va falloir que je travaille beaucoup sur moi parce qu'Alban, ben, c'est pas parce que mon frère, mais il roule. Donc, donc c'était intéressant pour moi parce que comme on travaille beaucoup avec les acquisitions maintenant, donc je bénéficiais de ses acquisitions, lui des miennes, et puis on se complétait bien, quoi. Il y a beaucoup d'endroits qu'il est plus rapide que moi, mais certains endroits je suis un peu plus rapide. Donc pour lui c'est un enseignement, et puis pour moi j'ai pris beaucoup d'enseignements sur ses freinages, sur beaucoup de choses, quoi. Donc, non, c'était un bon challenge. J'ai réussi à le battre à Bréchevillers, donc j'étais content. Mais non, c'était intéressant. Ouais, bah, bien sûr. Bon, ça va, il t'a vite laissé tomber. Il est reparti du côté du proto. Tu peux régner. Voilà, et j'ai Tu peux dû régner. m'embêter d'autres un peu, ça. Voilà, Il c'est nous a ça. assez embêtés. Exactement, exactement. La saison dernière, parle-nous-en un petit peu, Rénal. Alors moi, j'ai souvenir de Bagnoles où ça n'a pas forcément trop marché. Parle-nous-en un petit peu de ta saison. Ben, Bagnols-Saban, c'était un peu compliqué. Malheureusement, je suis ressorti de la route. Je venais de mettre des pneus neufs à la montée là, des pneus Michelin. Et au freinage au bout de la ligne droite, elle a déjà décroché. Et au changement de direction, je freine au même endroit que d'habitude. Et la voiture a décroché latéralement. Et je me suis envolé, quoi. Heureusement que l'organisation à Bagnoles travaille énormément sur la sécurité, a mis des gros tas de terre partout. Et grâce à eux, bah, je suis encore là. Et puis la voiture avait du mal, mais ça aurait pu être beaucoup, beaucoup plus grave, quoi. Donc, ça, je tiens vraiment à les remercier pour la sécurité et tout le travail qu'ils font. Ensuite, Je passerai le mot. je leur ai fait déjà un mail. Bon, ça va. Et ensuite, j'ai été au col Saint-Pierre. Après, donc, j'ai refait toute la voiture. J'ai tout démonté, voir si c'était pas un problème d'autobloquant, voir un problème, moi, personnel sur la voiture. Donc, j'ai contrôlé les acquisitions, j'ai tout regardé. La voiture, tout était en état. J'ai eu Michelin, il me dit non, on refait un essai comme ça avec les pneus. J'ai refait un essai. Et tout le week-end, j'étais vraiment pas bien, quoi. J'ai failli me ressortir tout. Donc, du coup, je me suis dit, il faut arrêter avec Michelin, bien que c'était un peu un pincement au cœur après tant d'années. Et ma décision était de prendre soit du Havon, qui était très connu, ou alors du pneu Pirelli. Et je me suis orienté vers le pneu Pirelli. J'ai repris vraiment confiance à la voiture, ça allait vraiment très bien. Et au Beaujolais, j'étais dans le tempo de Billy et puis de Ludo Cholet. On était à quoi, une seconde. Donc j'étais vraiment content. Le rythme revenait vraiment. Donc j'étais vraiment, vraiment content, quoi. Les courses suivantes, après, les résultats, j'étais en progression par rapport aux années passées. Donc je suis, je suis vraiment content. Et puis oui, j'étais optimiste pour cette année, quoi. Ouais, bah comme ça, voilà, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Des fois, il faut se remettre un petit peu en question, savoir rogner sur des choix historiques. C'était le cas avec ton manufacturier. 2020, voilà, ton programme, c'était quoi, Alban, du coup Alban, pardon, excuse-moi, Reynald. Non, on nous l'a fait souvent, il n'y a pas de problème. Ouais, ouais, j'imagine. Mon programme, c'était comme les autres années, refaire équipe avec Didier Chaumont comme on fait depuis tant d'années. Et on faisait les manches du championnat de France habituels, hormis les courses de l'Ouest, car ça fait beaucoup trop de frais de déplacement pour nous. Et puis on faisait une petite régionale à côté de chez Didier à Donzille-Pertuis. Mais on partait sur le même programme. Bon, bah écoute, on a hâte de te revoir. On espère On qu'on verra ça pourra. 2021 maintenant, je pense. Écoute, on ne sait pas. Voilà, on attend un petit peu les nouvelles des organisateurs. En tout cas, le plus important, c'est la sécurité de tous. Donc, il va falloir peut-être mettre de côté un petit peu notre loisir, bien que ça nous manque. Merci beaucoup, Ronald. C'était vraiment cool Rien, de répondre à mes c'est moi. questions. Bon, bah, les gars, c'est le moment, hein. Il y a plus, là, on peut plus se défiler. C'est le quiz. Voilà, on y est. C'est le moment de Rémi, il tester. transpire, il boit un coup. Ouais, 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 Rémi, il est chaud. Mais je pense que Rémi, il a révisé. Il a l'air chaud. Il a Là, l'air je chaud. me demande si c'est vraiment de l'eau qu'il boit. Ça, je sais pas. Et c'est de Il y la a, vodka. il y a un contrôle antidopage à l'arrivée, hein, messieurs. Hein, je vous le dis, bien évidemment. Le quiz, course de côte, sport auto, vous le connaissez, c'est un rendez-vous habituel des interviews confinées. On va commencer avec un pilote, hein, messieurs. On va essayer de trouver ensemble un pilote. Alors, c'est plus un pilote en activité, c'est un pilote qui eut roulé
pendant de nombreuses années en championnat de France de la montagne. D'abord en voiture fermée, mais surtout, il a été, je dirais, un des animateurs dans les années 2000 de la Formule 3. Il est également spécialiste d'un autre sport, c'est la pétanque, pour ceux qui le connaissent. Il est également originaire de Nevers. Est-ce que ça vous parle? Claude Pin. Claude Pin, exactement, c'est la bonne réponse. J'en profite pour vous le dire, en parallèle de ça, Claude Pin qui sera mon invité dans une prochaine émission. Donc, bien restez connectés parce que vous le redécouvrirez en interview avec moi dans quelques jours. Deuxième question, on va essayer de trouver, messieurs, ensemble le nom du champion de France de la montagne en 1977. Samy Gut. Non, non. Non, c'était Reynald Thomas. Rémi, t'as dit quoi? Mignoset? Non, raté. C'est pas l'année de Bias? Si, Non. c'est ça, Christian Nebias. Premier titre de champion. Avec la Ralt, c'est exactement, premier titre de champion de France, en suivant deux autres en 94 et en 95. Troisième question, messieurs, parce que vous êtes des spécialistes de la F3, donc on va tester un petit peu vos compétences en Formule 3. Hein, question spéciale Formule 3. Si je vous parle d'une course célèbre qui se déroule en Asie chaque année en Formule 3, ça vous parle? Macao, bien évidemment. Alors, Macao, ça n'a pas toujours été tenu sur des Formule 3. Hein. Il y a eu des éditions avec d'autres types de monoplaces. La première édition en F3, c'était en 1983. Est-ce que vous êtes capable de me donner le nom du premier vainqueur du Grand Prix de Macao? Oui, exactement. Ayrton Senna, bonne réponse de Reynald Thomas. Reynald, attention, il est dans le coup. Il est dans le coup. Ah, bah. Il y a des jeunes, la famille Sudre, c'est les bons aussi. Non, mais là, écoute, tu es dans le coup pour la victoire. C'était Ayrton Senna, donc voilà, vainqueur en 83 à Macao avec une Ralt, d'ailleurs. Donc, vous le savez pour l'info. On va repartir en course de côte, messieurs. On va chercher un tracé. C'est pas un tracé du championnat de France de la montagne, mais c'est un tracé, par contre, qu'on a pu voir ces dernières années dans le cadre de la deuxième division, donc dans le championnat de France deuxième division. C'est le tracé qui a abrité notamment la finale de la Coupe de France en 2017. Quillan, exactement, bonne réponse de Rémi, le col du Portel. Bon, c'était facile, hein, c'était pas très très dur. Et puis la dernière question, on va partir du côté des États-Unis maintenant. On va changer un petit peu de discipline. On va parler d'Indy 500, d'Indianapolis, donc des 500 miles d'Indianapolis. Et je vais vous demander, messieurs, de me dire qu'est-ce qui s'est passé à l'arrivée des 500 miles d'Indianapolis en 2011. C'est passé un truc très, très particulier. Est-ce que vous êtes capable de vous en souvenir? Bon, il n'y en a pas un qui a gagné en marche arrière ou un truc comme ça? Non, il n'y en a pas un qui a gagné en marche arrière. Égalité presque, non? Non, pas ça. Égalité, non? Non. C'était pas du lait dans la bouteille? Alors ça, c'est toujours du lait dans la bouteille. En théorie, il y a pas de. J'ai pas souvenir qu'il y ait eu une autre. Sur la ligne d'arrivée? Ils n'étaient pas ex-aequo? Non. C'est pas une question d'ex-aequo. Ça se passe juste avant la ligne d'arrivée, effectivement. Ça se passe peut-être du côté du dernier virage. Est-ce que ça vous parle? Il y a un accrochage au dernier virage et du coup, c'est le troisième qui gagne ou... Pas un accrochage, non, mais pas loin, ouais, effectivement. Reynald, une idée? Non, pas du tout. Non. Bon, allez, je vais vous donner la bonne réponse. C'était Jair Hildebrand qui était en tête et qui sort dans le dernier virage. Il sort tout seul, vraiment dans le dernier virage. Et du coup, c'est Dan Whitton qui s'impose sur la ligne, quoi, pour le coup, avec la voiture qui reste collée au mur sur trois roues. Vous irez voir sur Internet la vidéo. Bon, c'est un crève-cœur pour le pilote, hein, le pauvre qui était en tête. C'est un rookie en plus. Enfin, c'était un truc assez… Oui, c'est arrivé à Macao, effectivement, dans le dernier virage. C'est ça, avec deux voitures. Et c'était Dan Ticktum qui s'impose, je crois. C'était ça? Il me semble. Hein. À vérifier, effectivement. Bon, messieurs, l'émission, elle arrive à son terme. Vous savez, hein, je vais vous laisser le petit mot de la fin. Écoute, Rémi, si tu veux commencer, tu es le premier sur mon écran. Donc, honneur à toi pour le mot de la fin. Moi, j'aimerais déjà remercier nos partenaires qui nous suivent et notre équipe. Parce que clairement, nous, sans équipe, on n'arrive rien à faire. Déjà, en doublement temps régional, c'est impossible sans personne pour nous aider. Donc, essentiellement, nos parents hein, qui nous aident autant pour la logistique que les conseils paternels. On a aussi des membres de la famille hein, qui suivaient déjà mon père à l'époque, hein, Ripette, Max, nos compagnes, Julie, Marie-Lise, et puis nos amis qui nous ont rejoints sur, on va dire, notre nouvelle carrière depuis 2014, donc Jean-Loup et Cody. Voilà, c'est des gens sur qui on peut compter et sans eux, on n'y arriverait pas.
Donc vraiment, voilà, merci à eux. Merci à ceux qui nous ont donné des conseils quand on a démarré aussi en F3 et notamment avec le Mercedes cette année. Donc des gens comme Samy forcément, Ludo Cholet, Billy, et puis quelqu'un qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est Philippe Well. Même s'il n'a pas beaucoup tourné, enfin il n'a pas beaucoup connu les Mercedes, il est toujours de bons conseils, Philippe Well. Donc aujourd'hui il est en retraite, mais c'est quelqu'un qui a suivi notre papa pendant des années, des dizaines d'années, et à qui on doit beaucoup sur tout ce qui est châssis et à l'époque moteur, parce qu'il faisait du Volkswagen. Et puis pour tout ce qui est sponsor, je vais laisser la parole à David. Je vais juste dire, je me suis fait une pompe, hein, David, hein, donc si tu en oublies un ou deux, je les dirai. Mais voilà. Donc oui, pour finir pour Frega Sport Philippe Well, ça a été repris par Nico Mourier, qui fait du super boulot et que je salue. Pareil, qui est quelqu'un de très dispo et de très compétent. Donc voilà. Dernier mot, restez chez vous. Il ne faut pas croire que si lundi on dit qu'on est déconfiné, ça ne veut pas dire que la maladie n'est plus là. Donc faites gaffe, gestes barrières, vous faites un maximum pour que qu'on ne soit pas reconfiné dans 15 jours, quoi, tout simplement. Hein, voilà. Et bon courage à tous. C'est clair. David, je te laisse enchaîner. Oui, un grand merci déjà à tous les organisateurs de courses de côte qui nous permettent de rouler, de vivre notre passion, à tous les commissaires, évidemment, qui sont là, qui sont nos anges gardiens, et puis à tous les spectateurs, les vidéastes, les photographes, tous ceux avec qui on peut échanger, évidemment. Et donc, Rémi le disait, nos partenaires, donc je pense à la carrosserie Buère qui nous suit depuis plus de 20 ans, même bientôt 30 peut-être. Ça doit être ça, qui a continué de nous suivre en karting. Voilà, évidemment, GM Anims, qui est devenu un ami en fait au fil des années, qui lui fait plutôt de l'animation, de l'événementiel. Donc en ce moment, c'est un peu compliqué, mais il essaye de rechercher des solutions. Je pense à CCR Suspension, je pense à Seven Oil, voilà, qui nous suit depuis qu'on a racheté la voiture à Samy. Voilà, on a entamé une relation fructueuse ensemble. Donc on a hâte de continuer ensemble. Voilà, il y a un petit mot quand même pour un partenaire qu'on a eu pendant des années, qui a arrêté son activité, mais Unirêve. Voilà. Et puis Rémi, tu me dis si j'oublie des choses. Mais... Oh non, tu n'as pas trop oublié. Non, DF Evolution qui nous aide beaucoup pour la carrosserie. Et puis Clément Dom qui a fait la déco de la voiture. Et puis un nouveau partenaire qui devait arriver en 2020, qui nous avait déjà aidé un petit peu en 2019. C'était Autosécurité, CSCA, Clermont-Ferrand et alentour. Donc, voilà, c'est reporté, mais voilà, on pense à lui. Voilà, et puis merci au CERTA et puis à Michelin pour leur publicité. Voilà. Placement de produit. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Nickel. Samy, ton petit mot de la fin? Oui, bon. Déjà, Pierre, je trouve l'initiative top d'avoir fait toutes ces interviews et celles qui vont venir parce que dans ces moments un petit peu compliqués, en tout cas pour moi de pas rouler, ça me fait super plaisir de voir tous mes potes et de me dire qu'ils sont tous en bonne santé. Donc déjà, merci beaucoup Pierre, super De rien, initiative. c'était un vrai plaisir. J'en profite pour remercier tous mes invités, hein, mais c'est un vrai plaisir que de vous avoir dans mon presque salon. Voilà. Et puis moi, pareil, sans partenaire, je fais rien du tout. Je sors pas de ma maison. Et puis avant de parler d'eux, ma petite femme qui me supporte avec ma fille, c'est super important parce que c'est pas simple tous les jours. Et puis j'ai une équipe formidable, Alain, Anne, Jérémy, Pierre et Nounous qui sont tout le temps avec moi et qui aussi me supportent sur les week-ends de course et ils sont vraiment très réconfortants pour moi. Et puis les partenaires. Michelin qui m'aide maintenant beaucoup, les huiles Seven qui sont derrière moi depuis plus de 10 ans maintenant et qui, même en cette période, ne lâchent rien, sont toujours là et seront toujours là. J'ai un autre partenaire qui est SR Polissage, qui est aussi quelqu'un qui a sa présence depuis plus de 5-6 ans maintenant, et Oasis Piscine, qui est un partenaire qui est là depuis 2 ans et qui s'implique de plus en plus dans mes projets. Et voilà, et j'ai d'autres petits partenaires autour de chez moi qui m'aident beaucoup, des carrosseries, DV Carrosserie Bloc, un bureau d'études de bâtiment, Créabat,
un marchand de pneus, Baumann. Voilà, donc voilà, j'ai la chance d'avoir toutes ces personnes-là autour de moi et merci Pierre de me donner l'occasion de les remercier publiquement. Bah de rien, c'est aussi le but, hein, c'est que vous puissiez justement, messieurs les pilotes, remercier vos partenaires, parce que sans partenaires, bien évidemment, c'est compliqué de rouler. On le sait, il faut en avoir conscience. Reynald, je te laisse le mot de la fin. Eh ben, tout d'abord, je tiens à te remercier énormément. C'est une très bonne initiative ce que tu fais pour nous, pour nos partenaires. C'est vraiment très important. Grâce à toi, ça fait connaître un peu plus la discipline. Peut-être faire venir d'autres partenaires, pour aussi bien les organisateurs et aussi pour nous, car Ça serait super. j'espère me tromper, mais c'est des moments très compliqués en ce moment pour beaucoup d'entreprises. Donc, trouver des partenaires va être compliqué les années à venir, je pense. Donc, ça, je tiens vraiment à te remercier pour tout ce que tu fais. Et puis, ben, moi, un peu comme mes collègues, je tiens à remercier déjà toute ma famille qui me suivent sur toutes les épreuves, ma femme et tous mes proches, mes supporters. Et puis mes fidèles partenaires qui sont Seven, comme Samy et puis la famille Sud, qui font des produits vraiment exceptionnels. En étant professionnel dans l'automobile, j'ai essayé pas mal d'huiles de renommée et autres, et c'est vraiment un produit exceptionnel pour la boîte de vitesse ou moteur, c'est vraiment fabuleux. Et puis mon deuxième partenaire, car j'en ai plus que deux, c'est Didier Chaumont, Puy et Fissé, visant vous serez en bonne santé. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas Voilà. mal. Pas Non, mal. mais merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Et c'est vraiment sympa. Bah non, mais c'est encore une fois, moi je te remercie pour ton mot et puis c'est un vrai plaisir que de vous avoir et de vous faire partager ces interviews. En tout cas, c'est un véritable plaisir. Bah, écoutez les amis, je vous remercie d'avoir été à mes côtés. J'en profite, hein, je vous le rappelle avant qu'on termine cette vidéo, bah, c'est marqué en bas de votre écran. L'ensemble des vidéos sont disponibles sur le groupe des Mordus de la course de côte. Restez connectés, il va y avoir de nouvelles vidéos. Il va y avoir justement, vous le savez, vous l'avez découvert sur les réseaux sociaux. Dimanche soir, c'est notre cadeau de fin de confinement, cette interview exceptionnelle aux côtés de Julien Febvreau, d'Anne Bavré et de Bernard Chambéraud, diffusion à 19h. Vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, restez connectés et ne manquez pas ce rendez-vous. Quant à moi, écoutez, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente soirée. Merci Bonne messieurs. soirée, à bientôt. Bonne soirée, à bientôt. Ciao. Salut, Ciao. les gars.